Buenas tardes a todos y gracias a los embajadores que hoy nos acompañan. Hoy hablaremos en español todo el tiempo porque la situación es la más adecuada. Hoy tenemos aquí a grandes personalidades. ¿No se oye? No. Ah, c'est en français. Ah, je ne savais pas. Bon, d'accord. Alors, j'avais le discours préparé tout à fait, en espagnol. Pardon. Mais on me dit que moi, j'ai la permission de parler en espagnol, quand même. Enfin, je pourrais faire une traduction rapide, plus ou moins. Enfin, je crois que j'arriverai à me débrouiller, mais je vais être un peu méchant, quand même. Vous savez que je suis le nouveau directeur de l'Instituto Cervantes, et vous allez quand même me permettre, ici, quand je suis à côté des personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui, alors vous allez me pardonner tous. En plus, comme ça, vous me permettez de faire une petite disquisition, je ne sais pas si on dit en français, oui. Comme ça, pour ceux qui ne parlent pas français, je vais les pousser à s'inscrire ici à l'Instituto Cervantes, n'est-ce pas? C'est assez logique. Bon, alors je vais parler en espagnol quand même. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir, por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, tan especial para la lengua española, para la lengua que es de todos, no es solo española. Es una lengua, como ustedes saben, que hablan más de 500 millones de personas. Quisiera comenzar no solo agradeciendo la presencia del embajador de México, sino celebrar y agradecer sinceramente al embajador Gómez Robledo, al embajador de México, la iniciativa de organizar este acto dedicado a Carlos Fuentes en el Instituto Cervantes. Este acto no hubiera sido posible sin la energía y la voluntad de Silvia Lemus, de Fuentes, a quien saludo y agradezco de corazón su presencia en esta sala. Gracias, Silvia. La reciente celebración del Día de México fue el primer acto al que asistí como director de este instituto y el primer embajador al que estreché la mano fue al embajador Gómez Robledo. Ese primer apretón de manos no fue simbólico, porque todos sabemos la estrecha colaboración del Instituto Cervantes de París con la Embajada de México en Francia y el Instituto de México. Gracias a la magnífica labor de nuestros predecesores durante otras épocas, como la que propició también el embajador Carlos de Icaza, aquí presente, hoy en día secretario de Estado, como ustedes saben, también el embajador Agustín García y, por supuesto, mi antecesor y amigo Juan Manuel Bonet, hoy director general del Instituto Cervantes, de todos los institutos Cervantes en el mundo. Por todo esto, el Cervantes de París es el más orgullosamente mexicano de todos. Siempre lo decíamos, siempre lo decimos, no solo por tener una magnífica biblioteca que difunde el nombre y el legado de Octavio Paz, sino por nuestro firme compromiso en la difusión de la cultura de México. Sé también que Carlos Fuentes estuvo en esta misma sala en uno de sus últimos viajes a París. He visto la grabación y me ha emocionado saber que le gustó la ruta Cervantes que le dedicamos, acabamos de ver una parte, y que, como todos ustedes, él sentía que este Cervantes y cualquiera de los repartidos por el mundo eran, son y serán su casa, siempre. Sin alargarme más, voy a dar paso y agradecer la presencia y participación de nuestros invitados y lo haré por orden de intervención. Monsieur d'Ormesson, ici, écrivain, philosophe, membre de l'Académie française, ami proche de Silvia et Carlos Fuentes, merci d'être ici avec nous. Alors, Monsieur d'Ormesson, Jean d'Ormesson, va commencer cette soirée avec une intervention sur Carlos Fuentes comme écrivain universel. Fuentes l'universel. Merci beaucoup, Monsieur d'Ormesson. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, ma chère Sylvia, mesdames, messieurs, comme on disait jadis, mes chers amis, comme on dit sous Macron,
Le sentiment que j'éprouve en ce moment, c'est l'émotion. L'homme que vous avez vu tout à l'heure, je l'ai aimé et admiré. Ma chère Sylvia, peut-être te souviens-tu d'un soir, il y a 40 ans, en 77, si je me rappelle bien. Je ne peux plus me souvenir du jour exact, mais vous le connaissez tous, ni même du mois. J'ai vu arriver chez nous un couple merveilleux, d'une élégance, d'une beauté, d'un charme, et en même temps d'une élévation morale extraordinaire. C'était Carlos Fuentes et Sylvia Fuentes. Et pendant tout le dîner, Carlos a été un peu agité. Il s'est levé plusieurs fois pour téléphoner, de ce même téléphone où vous m'avez invité il y a quelques jours. Et après le dîner, il est parti assez longtemps téléphoner. Il venait de démissionner de son poste d'ambassadeur. J'ai tout de suite compris, je savais depuis longtemps, que Carlos Fuentes était un homme à multiples facettes. Il n'était pas un de ces écrivains comme Villon, comme Rimbaud, comme Verlaine, qui était un peu perdu dans ce monde. Il était plutôt dans le camp des Claudel et des Chateaubriand. C'était un homme qui jouait un rôle considérable dans l'époque où il vivait. C'était un homme politique. Peut-être qu'on pourrait même dire que c'était un homme d'État. C'était un grand journaliste à la façon de Victor Hugo, dans Chose Vue, à la façon de Camus, de Mauriac, de Raymond Aron. Et il écrivait lui-même, je crois, dans le LPIS. C'était un grand journaliste, un grand professeur. Il a été à Princeton, il a été à Harvard, il a été à Cambridge. Je ne voudrais pas parler de toutes ces facettes. Ceux qui m'entourent en parleront mieux que moi tout à l'heure. Tout ce que je voudrais faire, c'est rappeler quelques souvenirs. Et évidemment, l'ambassadeur du Mexique, qui était en même temps un immense écrivain, c'était quelque chose qui m'émerveillait. Il me rappelait, comment ne m'aurait-il pas rappelé, Chateaubriand, Claudel, Saint-Jean-de-Perse, Giraudoux, Romain Gary, et tout ça me paraissait assez éblouissant. Je crois que le père de Carlos était ambassadeur lui-même, et ambassadeur de métier. Et moi, j'ai été élevé dans cette notion de l'ambassadeur de métier à côté de l'ambassadeur qui a été nommé à cause de ses grandes qualités. Et tout ça nous faisait des liens entre nous. Mais encore une fois, je voudrais seulement rappeler quelques souvenirs et présenter le personnage. Évidemment, c'était un grand ambassadeur, c'était un grand journaliste, c'était un grand homme politique. C'était surtout, à mes yeux, un immense écrivain. Je n'ai pas besoin, tout à l'heure, on va vous rappeler les grands livres de Carlos Fuentes. Chacun était un événement depuis la plus limpide région, la mort d'Artemio Cruz, le vieux Gringo, Terra Nostra, enfin tous ces livres qui ont joué un tel rôle dans la vie. Et il y avait un mot de lui qui m'avait toujours fasciné, parce que j'avais un peu ressenti les mêmes problèmes. Il parlait du chemin étroit de la fiction d'aujourd'hui. Et c'était un adepte de James Joyce, et il voyait bien que le roman
était arrivé à un point où il posait des problèmes très graves qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Il avait d'ailleurs aussi essayé le cinéma avec Buñuel, je crois me rappeler que La chasse à l'homme. Il avait donné des pièces de théâtre, Le Borgne Roi, et surtout il avait joué un rôle considérable dans le monde intellectuel et littéraire. Il y a une image de lui sur laquelle je voudrais terminer, parce que j'ai déjà parlé trop longuement. C'était, je crois, en mai 68, Carlos Fuentes avec García Márquez et avec Julio Cortázar, tous des gens que j'admirais beaucoup, que je connaissais, étaient partis pour Prague, où les chars russes venaient d'arriver. Et sur le quai de la gare où ils débarquent, il y avait un autre personnage qui était Milan Kundera. Et pour un écrivain, ce quatuor de Milan Kundera, de García Márquez, de Julio Cortázar et de Carlos Fuentes, c'est comme un rêve, comme une espèce de vision presque céleste. C'est le rôle qu'a joué Fuentes. Il était ami de Paul Morand, il était ami de Bunel, il était ami de gens de droite, il était ami de gens de gauche, et il a joué un rôle immense dans ce monde, et j'ai été fier et heureux de pouvoir dire quelques mots dans sa grande mémoire et de dire à Sylvia combien j'avais aimé et admiré Carlos. Le secrétaire d'État, le directeur de l'Institut Cervantes, qui nous reçoit, à Silvia Lemus, à Carlos Fuentes. Voilà. Donc mon texte en espagnol s'appellerait Las dos orillas de Carlos Fuentes, las dos orillas parisinas de Carlos Fuentes. Las dos orillas parisinas de Carlos Fuentes. En français, bon, c'est les deux rives parisiennes de Carlos Fuentes. Si Paris est sans fin, l'amour est sans fin entre Carlos Fuentes et Paris. Il a vécu la ville et l'a écrite. Il l'a lue dans l'œuvre de Balzac d'abord et l'a rêvée avant de la connaître à l'âge de 21 ans. Plus tard, dans la vie de l'écrivain, c'est la ville qui, tandis qu'il la parcourt, rêve qu'elle se promène dans sa propre histoire. Au fil des pages, par exemple, d'une certaine parenté, una familia lejana, ou dans telle scène extraordinaire, prodigieuse de Terra Nostra. Deux romans du Carlos Fuentes parisien. Si Terra Nostra, monument romanesque s'il en est un vaste songe de l'histoire hispanique sur les deux rives de l'Atlantique, une certaine parenté lie et conjure les héritages, les apparitions et les histoires d'une même famille, mexicaine et française. Cette folie parisienne de Carlos Fuentes est tout aussi gracieuse et inspirée que les aristocratiques et capricieux petits palais que l'on nommait ainsi, construits durant, dit Fuentes, l'agonie de l'Ancien Régime. Tout au long de son âge adulte, l'écrivain n'a cessé de résider ou de séjourner à Paris, appelé à participer à la vie littéraire de la ville et à y recevoir des distinctions ou désireux, comme il le dit dans l'entretien filmé, d'y revoir ses amis. En 2010, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, lui a remis, on l'a vu, la grande médaille de vermeil de la ville de Paris.
donc le point de départ de notre promenade, parce qu'on va suivre la promenade, dans l'espace et le temps du Paris vécu et écrit de Carlos Fuentes, est l'Hôtel de Ville, sur la rive droite. Pourtant, si Carlos Fuentes devait choisir entre les deux rives de la Seine, on l'a entendu, nul doute que la rive gauche serait la favorite. Passons donc la Seine pour arriver dans la courbe et étroite rue de Bièvre. C'est là, dans cette rue, alors moins embourgeoisée qu'aujourd'hui, que l'écrivain a vécu intensément l'année 1973 en compagnie de sa femme Sylvia Lemos, tandis qu'il avait pour voisin le futur président François Mitterrand. Je lis. J'ai connu Mitterrand quand Sylvia et moi habitions la même rue de Bièvre en 1973. Une petite rue étroite, populaire et maghrébine, un vieux canal à castors entre le boulevard Saint-Germain et le quai de la Tournelle, une rue peuplée de souvenirs littéraires. C'est là que Dante vécut et entreprit la rédaction de la Commedia. Là aussi où vécut le roi des toits de Paris, le romancier aventurier de la nuit, Restif de la Bretonne. Grâce à la rue de Bièvre, à son parfum de couscous et ses modulations arabisantes sous mes fenêtres, j'ai réussi à organiser la fin de Terra Nostra. Plus important, là est né mon fils. Toujours rive gauche. Faisons une troisième halte, au coin de la rue Tournefort, où se situe la pension Vauquer de Balzac et où les chemins de l'auteur de la Comédie humaine et de L'âge du temps, la Edad del Tiempo, se croisent avec ponctualité dans la mémoire du Paris littéraire. Rendons-nous maintenant au Panthéon, où en mai 1981, fidèle à Paris et aux valeurs d'une certaine gauche internationale, Carlos Fuentes, placé au premier rang de la foule rassemblée sur la place, assiste en invité d'honneur à l'investiture de François Mitterrand. Dans sa chronique de l'événement, il raconte la liesse de la foule, tandis que le président fraîchement élu rend hommage au socialiste Jean Jaurès et au résistant Jean Moulin. Se rencontrent alors, écrit Carlos Fuentes, les esprits de 2 mai parisiens. Je cite. Sur les marches du Panthéon, je vois une femme mince, discrète, étrangement joyeuse et mélancolique à la fois, qui descend. Je me retourne pour l'identifier. Je réfléchis. Elle s'éloigne. Oui, je sais. C'est la jeune femme qui figure sur la couverture de mon reportage sur 68, Paris, la Révolution de mai. J'en suis sûre. C'est bien elle. Comment pourrais-je l'oublier? J'ai regardé cette couverture tous les jours pendant 13 ans. Mais elle est différente. Elle n'a plus 25 ans. Elle se fond dans la foule en dispersion de ce crépuscule. Je n'oublierai jamais sa démarche, sa gaieté, son désenchantement, sa détermination, sa contradiction vitale. Elle ne m'a jamais adressé la parole, mais elle m'a dit « Je ne suis pas plus, je suis meilleure ». Au printemps de 1968, en effet, dans ce même quartier latin, entre la vieille et solennelle université de la Sorbonne, occupée par les étudiants, et entre la Sorbonne et le boulevard Saint-Michel, Carlos Fuentes a été, Jean d'Ormesson l'a rappelé, le témoin, sinon d'une révolution, du moins d'une révolte étudiante. Enthousiaste chroniqueur, il a partagé avec la jeunesse parisienne l'ardent désir de l'imagination au pouvoir et l'espoir d'un changement de mœurs politiques, civiques, amoureuses. Tel un acteur de plus sur la scène des jeunes rebelles, comme l'observera Jorge Volpi, Carlos Fuentes écrit alors « Soyons réalistes, demandons l'impossible. Les enfants de Marx et de Rimbaud, il faut transformer le monde, il faut changer la vie. À la Sorbonne, les statues de Pasteur et de Pascal arborent des foulards rouges à leur cou et tiennent des drapeaux noirs dans leurs bras. Victor Hugo, vieux sensualiste, semble atteindre le climax d'un plaisir légendaire et séculaire avec la merveilleuse jeune fille brune qui s'assied aujourd'hui
sur ses genoux en pierre. La tête de Descartes sert de dossier à deux jeunes gens qui, dans la cour bondée, écoutent ce soir Jean-Paul Sartre. Tout près de la Sorbonne, après avoir descendu une rue discrète, nous trouvons le cinéma Le Champeau, l'un des mythiques ciné-clubs du quartier latin. Le jour de l'investiture de François Mitterrand en mai 1981, Carlos Fuentes y remarque l'involontaire drôlerie d'une affiche, tandis qu'Arthur Miller, Elie Wiesel, William Styron et lui-même sont sur le point de renoncer à se frayer un chemin vers le Panthéon. À présent, à presque 5 heures, les nuages s'amoncellent à nouveau, rapides et menaçants, sur le quartier latin. Nous mettons nos imperméables et, découragés, nous descendons les ruelles moins fréquentées qui mènent à la rue des Écoles. Arthur Miller s'arrête, sans se rendre compte du symbolisme fortuit, sous l'affiche du cinéma Champollion qui annonce The Misfits. Marchons maintenant de la rue des Écoles jusqu'à la place Saint-Germain-des-Prés. En 1950, le jeune Carlos Fuentes, tout récemment arrivé à Paris, dans le Paris de l'après-guerre, partage sous la houlette d'Octavio Paz et d'Elena Garro les virées nocturnes d'une bande de latino-américains qui compte parmi ses membres Adolfo Bioy Casares et Silvina Ocampo, José Bianco et Enrique Krill. Il fréquente les cabarets existentialistes du quartier Saint-Germain, emblème d'une jeunesse libre, intellectuelle, inspirée. Bien des années plus tard, l'écrivain se rappelle que c'étaient les lieux où Juliette Gréco doublait la nuit de sa voix et de sa tenue existentialiste, où Albert Camus montrait ses talents de danseur de boogie et où Luis Buñuel revenait après le triomphe des réprouvés, Los Olvidados, à Cannes. 25 ans plus tard, en 1975, le roman Terra Nostra met en scène une procession de flagellants millénaristes sur la place de Saint-Germain, où les révoltes et les révolutions françaises se sont vertigineusement donné rendez-vous pour célébrer un imaginaire 14 juillet 1999. De la rue du Four au carrefour de l'Odéon, des milliers de personnes se battaient pour un emplacement privilégié, chantaient, riaient, mangeaient, gémissaient, s'épuisaient, s'embrassaient, se repoussaient, plaisantaient, pleuraient et buvaient, tandis que le temps avançait sur Paris, comme drainé vers un tourbillon et que les pèlerins aux pieds nus se prenaient par la main pour former un double cercle dont les extrêmes touchaient au nord la librairie Gallimard et le café Bonaparte, à l'ouest les Deux Magots, au sud le drugstore, la boutique de disques Vidal et le magasin Ted Lapidus, à l'est l'église, haute, sévère, à la grande toiture. Tout près dans le quartier Saint-Germain, la discrète place de Fürstenberg s'offre aux marcheurs comme un refuge dans la réalité comme dans la fiction de Terra Nostra. La place Fürstenberg n'avait pas été touchée. Polo s'assit sur un banc pour admirer l'îlot de calme où la sage symétrie des flamboyants en fleurs et des réverbères ronds et blancs semblait avoir le privilège de croire et de faire croire à l'immobilité du temps. Reprenons notre marche et parvenons en un lieu tout aussi discret, les éditions Gallimard, où en 1963, Carlos Fuentes publie en version française son premier roman, La plus limpide région, La región más transparente, avec un prologue de Miguel Ángel Asturias. Commence alors, confie l'écrivain, une longue histoire d'amour entre la France et lui. C'est à Paris que, dans ces années 60, il fait la connaissance des amis et complices littéraires qui l'accompagneront désormais. Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo et Jorge Semprún. Entre 1966 et 1969, il passe de longs mois à Paris en alternance avec des séjours à Venise et à Londres. C'est une époque d'intense création et d'expérimentation littéraire à la chaleur de l'esprit de camaraderie qui lie les écrivains du boom de la littérature latino-américaine. Il fréquente les peintres Alberto Gironella, Pierre Alechinsky et Valerio Adami, sur l'œuvre duquel il écrit l'essai « Ligne pour Adami ». En cinéphile parisien, en fin critique, Julio Cortázar et lui commentent avec passion les films qu'ils viennent de voir au studio des Ursulines ou au Champeau.
Et sur certaines photos de l'époque, malheureusement nous ne les avons pas ici, on peut voir un Carlos Fuentes auquel ses lunettes de soleil prêtent l'air d'un acteur de la nouvelle vague. Mais revenons vers la rue de Seine pour emprunter l'arche qui mène au quai de Conti. Durant les jours de grâce du mai 68 parisien, le chroniqueur Fuentes y contemple comment l'imagination artistique latino-américaine et parisienne tout à la fois, comment cette imagination prend la rue, prend le pouvoir, rejoignant la fiction. Ravissement. À l'endroit même où commence Rayuela, dans le passage qui mène de la rue de Seine au quai de Conti, là où Oliveira cherchait la Sibylle, il y a maintenant une affiche noire et bleue avec un dessin tout de blanc acéré de Julio Silva et un texte de Julio Cortázar. Vous êtes les guérillas contre la mort climatisée que l'on veut nous vendre sous le nom d'avenir. Traversons de nouveau la Seine. Il est temps de suivre les pas de Carlos Fuentes, se joignant à ceux de Julio Cortázar sur le pont des Arts. Lieu de la magique rencontre amoureuse de Rayuela Marel, ce pont l'est aussi dans Terra Nostra, où une jeune fille de 1999 n'est autre que la médiévale Célestine, magicienne et voyageuse, et tout à la fois cette jeune fille des années 70. Une fille était au milieu du pont, assise. Vue de loin, à contre-jour, Polo gravit les marches qui mènent au pont des Arts. Elle ressemblait à un point noir au contour nettement dessiné. En s'approchant, Polo commença à discerner les couleurs à l'intérieur des contours. Les cheveux rassemblés en une tresse, c'était châtain, la longue mante violette et les colliers verts. La jeune fille dessinait sur l'asphalte du pont. En d'autres temps, l'une des joies de la ville consistait à se promener sur ce pont pour y lire les merci tracés à la craie dans toutes les langues du monde, écouter la chute des pièces de monnaie et de la guitare grattée par des jeunes gens qui, à la tombée du jour, chantaient des chansons d'amour et de révolte. Rive droite, Paris change. Le jardin des Tuileries nous y attend. Dans le dénouement d'une certaine parenté, una familia lejana, une promenade nocturne conduit un Carlos Fuentes de fiction jusqu'à la place de la Concorde où l'on perçoit le jardin des Tuileries. Je ne suis pas sûre que mes yeux voient clairement ce qu'ils voient. Je suis pressée et seule une rafale de vent perdu m'apporte le parfum des magnolias en fleurs dans le jardin des Tuileries. Emboîtons maintenant le pas de l'écrivain qui, en 1950, suit ceux d'Octavio Paz jusqu'à la place Vendôme. Voici l'un des souvenirs de son amitié avec le poète. L'image parisienne du poète qui demeure en moi est celle d'un midi gris où passe mon avoir dans une galerie de la place Vendôme le premier grand tableau de l'après-guerre, la magnifique œuvre de Max Ernst intitulée « L'Europe après la pluie ». Revenons maintenant vers la place de la Concorde, où l'hôtel de Plessis-Bellière abrite l'élégant et très fermé Automobile Club de France, naguère fréquenté par Carlos Fuentes, qui aimait à y deviser avec Paul Morand. Paul Morand, se souvient l'écrivain, avec qui j'ai partagé la piscine de l'Automobile Club de France, place de la Concorde, me disait qu'il avait demandé dans son testament que sa peau fût utilisée comme valise, afin de voyager éternellement. Dans ces mêmes salons de l'Automobile Club de France, le roman Une certaine parenté fait lever les yeux à un certain Fuentes qui apprécie le miracle soudain de la lumière du soir dans le ciel parisien, tandis qu'il écoute le récit d'un vieil aristocrate français. Tous les après-midi, à Paris, remarque-t-il, une minute miraculeuse dissipe les accidents de la journée, pluie ou brume, canicule ou neige, pour laisser voir, comme dans un paysage de coraux, l'essence lumineuse de l'île de France. Plus haut dans le 8e arrondissement,
nous attend la rue de Berry, où durant l'été 1961, Aura prend vie, telle une apparition dans l'imagination du jeune Carlos Fuentes, qui écrit fébrilement le début de son récit, plongé dans une autre fébrilité, l'activité journalistique du quartier. Voici ce qu'il dit sur l'écriture de Aura. 5, au moins 5, furent les sorcières qui accouchèrent inconsciemment d'Aura pendant ces matinées de rédaction initiale dans un café proche de la rue de Berry, par où passaient, plus ou moins pressés et accablés par l'actualité la plus urgente, K.S. Carroll le sceptique, Jean Daniel l'interrogateur, Françoise Giroud la vibrante, en se rendant à la rédaction de l'Express, le grand hebdomadaire qu'ils élaboraient alors en dépit des bombes et de la censure. Et dans la mouvance, c'est hallucinant quand on y pense aujourd'hui, de leurs collaborateurs, Sartre et Camus, Mendès France et Mauriac. À tout seigneur, tout honneur, notre promenade s'achève, croira-t-on, à la résidence de l'ambassadeur du Mexique en France, avenue du président Wilson, où Carlos Fuentes a vécu entre 1975 et 1977 en sa qualité d'ambassadeur, tandis qu'elle travaillait dans les bureaux de la rue de Longchamp. Il a démissionné, Jean d'Ormesson l'a rappelé, il a démissionné de ses fonctions en signe de protestation contre la nomination de l'ancien président du Mexique, Gustavo Díaz Ordaz, jugé responsable de la violente répression du mouvement étudiant mexicain de 1968, au poste d'ambassadeur du Mexique en Espagne après la mort de Francisco Franco. Dans une certaine parenté, le double romanesque de Carlos Fuentes se rappelle la présence préalable d'Octavio Paz dans ces mêmes lieux. Sur le boulevard de la Tour Maubourg, j'entendrai la voix de Pablo Neruda. Dans la rue de Longchamp, celle d'Octavio Paz. Nous sommes arrivés et nous ne sommes pas arrivés. En littérature, les promenades ne s'achèvent pas et on musarde à loisir. Monde des possibles, une certaine parenté, nous propose une marche alternative et nocturne de la rive gauche de la Seine à la rive droite, avec des écrivains latino-américains, mais aussi, courtoisie oblige, avec des Français, comme si le romancier Espiègle de Vin avait prévu notre parcours dans Paris et bien d'autres parcours encore. Je le cite. Sculpté par ce conflit entre la vertueuse saison des calendriers et la barbare fortune du monde physique, le profil de la ville acquiert le relief d'un temps incarné. J'ignore qui est l'être qui m'accompagne, encore incréé ou revenu d'entre les morts, mais je sais que grâce à lui, je sais que sur ce balcon s'est reposé Musset, de la pâleur cloîtrée de la princesse Belgiojoso, et que dans ce passage humide ont couru les pieds chagrins de Nerval, mais aussi que du pont, et au même instant où Nerval écrivait El Desdichado, César Vallejo se mirait dans le mouvement des eaux. Sur le boulevard de la Tour Maubourg, j'entendrai la voix de Pablo Neruda. Dans la rue de Longchamp, celle d'Octavio Paz. Je franchirai la Seine sur la passerelle de Billy en compagnie de mon fantôme. Les feuilles mortes se poseront au-dessus des statues du parc Galliera. La nuit chaude irradiera de tous ces effluves dans l'avenue Montaigne et l'automne vaincu cherchera refuge dans les caves de la rue Boissy-d'Anglin. Nous arriverons à l'endroit redouté, place de la Concorde, au croisement infini des chemins. Et vous l'aurez deviné, promeneur, lecteur, l'être qui accompagne ce romanesque Fuentes, son fantôme, ses fantômes, c'est nous. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Oui, qué bonito texto. Qui serait un classico durante mucho tiempo, un classique de longue durée.
va nous parler de Carlos Fuentes comme penseur politique et encore plus. Merci beaucoup, madame. Merci. On m'entend bien? Oui. Chère Sylvia, ravi de te revoir. Chers amis de Carlos, comme Jean d'Ormesson a dit, Carlos Fuentes était un animal politique. Chaque fois qu'on se voyait au Mexique ou ailleurs, à Londres, Cambridge, La Haye, New York ou à Paris, nous parlions de politique, de la politique au Mexique, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. D'ailleurs, nous nous sommes connus pour la première fois à l'occasion d'une réunion politique à peine 3 mois après mon arrivée au Mexique. C'était en 1971. Et un groupe d'anciens leaders du mouvement étudiant de 1968, quelques responsables syndicaux et des communistes, plus Carlos Fuentes et Octavio Paz, étaient réunis pour considérer la possibilité de créer un nouveau parti politique de gauche. Le parti n'a pas marché, ce qui était assez prévisible. Pour ma part, je me rappelle que j'étais surtout ému de connaître ces 2 grands écrivains que j'avais étudiés à l'université quelques années auparavant. Mais plus important encore pour mon travail comme jeune correspondant de médias anglo-saxons, ce soir-là, j'ai découvert que l'identité des écrivains et des intellectuels en Amérique latine était inséparable de leur engagement politique. Dans les années qui ont suivi, j'ai connu assez bien plusieurs autres auteurs emblématiques du fameux boom de la littérature latino-américaine, dont García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Ernesto Cardenal, Tomás Eloy Martínez, et plus récemment quelques écrivains de la nouvelle génération, comme par exemple les Colombiens Héctor Abad Faciolince et Juan Gabriel Vázquez. Et tous, d'une manière ou autre, sont obsédés par le drame politique éternel de l'Amérique latine. Mais c'était avec Carlos Fuentes et bien sûr Silvia que j'ai pu construire une relation personnelle et politique qui a marqué ma vie et ma pensée. Donc je vais vous parler ce soir du Carlos que j'ai connu. Comme j'ai pu vous le dire, Carlos était un animal politique. Et en fait, c'est grâce à ma lecture de la mort d'Artemio Cruz à l'université en Angleterre que Carlos m'a fait découvrir pour la première fois les mystères et les complexités de la vie politique mexicaine. Mais le Mexique n'est pas un pays qui se démasque si facilement à distance. Il faut être sur place. Il faut avoir de la patience, énormément de patience. Il faut avoir des amis qui vous guident par les chemins tortueux de son histoire et de sa politique. Moi, j'ai eu la chance inouïe d'avoir Carlos comme cet interprète privilégié, un écrivain qui était à la fois participant et observateur. Et comme lui-même avait dit là dans ce petit film, qui était insider mais aussi outsider, qui connaissait le Mexique aussi bien que le reste du monde. Néanmoins, quand il était invité en tant que professeur aux États-Unis ou en Angleterre, ses yeux et ses livres demeuraient fixés sur le Mexique. Alors aujourd'hui, mon rôle n'est pas d'analyser ces romans, mais quand même, j'aimerais souligner que la plupart d'eux illuminent le passé, le présent et l'avenir du Mexique et son peuple. Dans ses essais et ses conférences, en revanche, Carlos se concentrait souvent sur les thèmes de la littérature et de la culture, de sa philosophie personnelle et du métier du romancier. C'était plutôt dans ses articles dans les journaux où il parlait de la politique. Mais revenons au Mexique. Dans un pays gouverné par un seul parti entre 1929 et 2000, il était inévitable que les écrivains et les intellectuels aient une relation avec ce qui était connu simplement comme le système. Une relation soit de dissidence, soit de soutien, mais une relation définie par le fait que personne ne pouvait ignorer l'éléphant dans la salle, le pouvoir monopolistique du Parti révolutionnaire institutionnel, le presque éternel PRI.
Quand je suis arrivé au Mexique, à peine 30 mois après la répression sanglante du mouvement étudiant par le président Gustavo Díaz Ordaz, son successeur, l'homme qu'il avait choisi, Luis Echeverría, a voulu tourner la page. Il a libéré les prisonniers politiques, il a promis des réformes sociales et il a fait un effort énorme pour gagner la confiance des intellectuels. Carlos était déjà considéré comme un géant de la culture mexicaine et ce fut un grand coup pour Echeverría quand Carlos a accepté de devenir l'ambassadeur du Mexique ici à Paris en 1975. Il faut rappeler qu'il y avait déjà une forte tradition latino-américaine d'envoyer des écrivains comme diplomates, ce qui était le cas du jeune Octavio Paz en 1945, ou même comme ambassadeurs comme Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias et plus récemment Jorge Edwards. Carlos était chez lui à Paris à ce moment-là. Et il l'est encore, puisque, comme vous savez, ses cendres reposent dans le cimetière de Montparnasse. Mais, comme nos chers ambassadeurs et amis, Juan Manuel Gómez Robledo et Carlos de Icaza, ont découvert, il n'est pas toujours facile de représenter le Mexique à l'extérieur. Et de même que, comme Florence a mentionné, que l'Octavio Paz avait démissionné de son poste comme ambassadeur du Mexique en Inde, en signe de protestation après la répression ordonnée par Díaz Ordaz en 1968, Carlos a lui aussi démissionné en 1977, lorsque le nouveau président José López Portillo a nommé ce même Díaz Ordaz ambassadeur à Madrid. Et avec ce geste politique, Carlos a repris pour toujours ses distances avec le régime. Il y a un autre éléphant dans la salle, cette fois en Amérique latine, Cuba. Et Carlos a également maintenu sa distance avec ce régime-là. Comme beaucoup d'écrivains de la région, il s'est rendu au pays de la révolution castriste de 1959. Mais il n'est jamais retourné après 1962. Et comme il même avait mentionné, avec l'affaire Roberto Padilla, le poète cubain emprisonné en 1971, Carlos s'est uni à plusieurs écrivains, dont Paz, Vargas Llosa, Cortázar, pour protester contre cette répression. Pour Carlos, Cuba avait pris de façon irréversible un chemin qu'il ne pouvait pas accepter. Néanmoins, il comprenait pourquoi la gauche latino-américaine restait fidèle à Fidel. Un jour, il m'a expliqué: nous sommes des enfants de sociétés rigides et ecclésiastiques. Ça, c'est le fardeau de l'Amérique latine, de passer d'une église à une autre, du catholicisme au marxisme, avec tout son dogme et ses rituels. C'est comme ça que nous nous sentons protégés. Il n'ignorait non plus l'impact de l'agressivité des gouvernements américains. De nouveau, je le cite: le jour où les États-Unis arrêteraient ces attaques contre Cuba, il ne serait plus possible que Cuba mobilise l'opinion intellectuelle dans la région. Mais tous les Latino-Américains croient qu'ils doivent rester silencieux pour ne pas aider l'impérialisme. Après la révolution au Nicaragua en 1979, ce scénario s'est répété quand le gouvernement de Ronald Reagan a une fois de plus affiché l'obsession américaine du communisme et a fomenté des contrats pour attaquer le gouvernement et le régime sandiniste. Et de nouveau, Carlos se sentait frustré par la futilité et l'injustice de cette politique. Après une visite à Managua, il a dit: qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays qui sort de 45 ans de dictature? Il a échappé à un bain de sang, il a échappé à un leader maximum. Je crois qu'on doit laisser ces pays résoudre leurs problèmes. Je voudrais demander à Reagan: qu'est-ce que vous donne le droit de vous mêler de choses que vous ne comprenez pas? La réponse de Reagan aurait été toujours la même: Cuba. En fait, en 1995, Carlos et García Márquez, qui d'ailleurs est resté très proche de Castro,
ont eu l'occasion d'évoquer le boycott américain de l'île avec le président Clinton, à l'occasion d'un déjeuner à Martha's Vineyard, dans la maison de William Styron. Mais malheureusement, cela n'était pas le thème qui intéressait le plus Clinton. Il préférait parler de littérature. Il a fallu attendre encore 20 ans avant que Barack Obama ne rétablisse des relations diplomatiques avec La Havane. Et ni Carlos ni Gabon n'étaient avec nous pour vivre ce moment si attendu. Sans parler de ce qui est arrivé depuis l'arrivée du président Trump. En dépit de cela, Carlos a toujours eu un rôle fondamental en tant qu'interprète de l'Amérique latine aux États-Unis. D'abord, plusieurs générations d'étudiants américains ont assisté à ses conférences et à ses courses lorsqu'il était professeur en résidence dans une série d'universités prestigieuses dont j'en ai mentionné plusieurs, Brown, Princeton, Columbia, Harvard, Pennsylvania, Dartmouth, Cornell, sans mentionner, comme en anglais, Cambridge. En plus, ce polyglotte parlait couramment l'anglais. Et je peux vous assurer, si on va critiquer le comportement historique des États-Unis à l'égard de l'Amérique latine, on est plus écouté en anglais qu'en espagnol ou en français. Mais pas moins important, quand il parlait ou quand il publiait des éditoriaux dans les journaux américains, il le faisait avec modération et transparence. Dans ce sens, il était un vrai enseignant. Il voulait faire apprendre. En 1990, il a fait cela pour le grand public américain quand il a présenté, en anglais et également dans une version espagnole, une série de 5 programmes d'1 heure pour la télévision sur la civilisation hispanique. Je l'ai vu à Londres à ce moment-là, où il était en train de compléter le projet. Et il a rappelé que dans sa fameuse série sur la civilisation mondiale dans les années 60, l'historien d'art anglais Kenneth Clark n'a pas mentionné une seule fois l'Espagne ou l'Amérique hispanique. Quand on lui a demandé pourquoi, Clark a répondu qu'il a voulu raconter l'histoire de la civilisation et non celle de l'intolérance. En revanche, dans la série de Carlos, il a montré qu'il fallait voir que l'héritage hispanique allait plus loin que l'autoritarisme politique et religieux pour comprendre ses fortes contributions à la culture occidentale. En fait, j'ai écrit un article au sujet de cette série et je cite de nouveau ces mots. Je veux dire au monde anglo-américain, n'oubliez pas que vous coexistez avec cette culture, qu'elle est à côté de vous. Et je veux dire au public hispanique, nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas cachés derrière un mur. Nous appartenons au monde. Carlos avait le droit de parler au nom de la région parce qu'il le connaissait bien. Fils de diplomate, il est né à Panama, comme il a dit, il a vécu en plusieurs pays, dont Équateur, Brésil, Argentine, Chili, ainsi qu'à Washington, avant de rentrer au Mexique pour compléter son éducation. Et si on parle de sa pensée politique, je crois que sa vision globale, née dans sa jeunesse, l'empêchait d'adopter une posture idéologique. Au contraire, c'est un démocrate convaincu qui croyait avec ferveur aux droits de l'homme et de la justice, qui dénonçait en le populiste Hugo Chavez au Venezuela un Mussolini tropical, qui se sentait angoissé par l'extrême violence liée à la guerre narco qui a laissé des dizaines de milliers de morts au Mexique. Mais face aux échecs politiques dans son pays et ailleurs, sa grande source de consolation était surtout la culture latino-américaine. Il voyait la force, l'énergie et l'imagination de cette culture comme salvatrice de la région. Il a toujours encouragé la nouvelle génération de romanciers, mais il ne parlait que des écrivains. Il pensait aussi à ses artistes, ses musiciens, ses danseurs, ses artisans, ses tisseurs, tous ceux qui exprimaient l'originalité de ces peuples. Et c'est pourquoi, au-delà de ses inquiétudes, grâce à sa foi en cette culture,
Carlos Fuentes est resté un optimiste obstiné jusqu'à la fin de ses jours. Merci. No puedo resistir la tentación de iniciar este texto en francés con unas palabras en español. La última vez que estuve en esta casa, estuve con Carlos Fuentes, estuve con usted y con varios de los amigos aquí presentes que a Luisa y a mí nos da tanto gusto ver, muy especialmente a la señora Silvia Fuentes. Le agradezco mucho al señor embajador, mi querido amigo Juan Manuel Gómez Robledo, que haya tenido acompañado de usted, señor Muñoz Sánchez Brunete, la gentileza de invitarnos, y me siento muy honrado de participar en esta mesa. Carlos Fuentes en esa ocasión habló en francés, era profundamente mexicano y amaba profundamente esta lengua que a todos nos es común. Pero habló en francés y yo voy a hacer lo mismo para no ser menos y para hacerlo quedar bien a él, porque tuve el honor de ser su amigo. Y me imagino que a él le hubiera gustado que yo le dijera a usted hoy que siempre los mexicanos, los latinoamericanos, nos sentimos muy contentos en estar en esta casa, en esta casa de esa España plural, diversa, democrática y unida que todos admiramos. En se remémorant son passage dans différentes capitales du monde, Carlos Fuentes disait souvent qu'il retournait toujours à Paris, car nulle part ailleurs en Europe, il n'avait vécu avec plus d'intensité politique et intellectuelle. Aujourd'hui, c'est moi qui suis ravi de retourner à Paris afin de rendre hommage à Fuentes, l'un des écrivains mexicains les plus importants et les plus prolifiques de sa génération. C'est un homme que j'ai eu le privilège de connaître en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'ami. C'est pourquoi je me sens très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, en compagnie de personnalités aussi importantes et chères à Carlos comme Jean d'Ormesson, Florence Olivier et Alan Riley. Je tiens à remercier de cette invitation à vous, monsieur le directeur, à l'ambassadeur que je viens d'évoquer, mon ami, et tout particulièrement ma chère amie Silvia. Évoquer l'œuvre de Carlos Fuentes est évoquer tout d'abord sa casquette d'écrivain, autour de dizaines de romans, contes et essais sur le Mexique post-révolutionnaire. Mais il faut également parler de son action comme intellectuel public, toujours critique et engagé à l'égard de la politique mexicaine. Et bien entendu, du rôle qui était le sien en tant que diplomate, en qualité de fonctionnaire du ministère des Relations extérieures et d'ambassadeur du Mexique en France. Ce, précisément à cet égard de sa vie que j'aimerais consacrer cette allocution. La diplomatie a accompagné Fuentes de son plus jeune âge. Né au Panama et élevé à l'étranger à cause de la vocation diplomatique de son père, Rafael Fuentes. Nuestros padres fueron amigos. Mi padre fue amigo de don Carlos Fuentes. Il a passé les 16 premières années de sa vie à Quito, Montevideo, Rio Janeiro, Washington, Santiago de Chile et Buenos Aires. L'existence nomade et changeante liée à la diplomatie a fait de lui un homme cosmopolite. Il acquit des connaissances sur différentes cultures. Il étudiait des langues et il a grandi entouré d'intellectuels de l'envergure d'Alfonso Reyes qu'il a connu enfant.
à l'arrivée de son père en tant que deuxième secrétaire à l'ambassade du Mexique au Brésil. Fuentes disait que son enfance avait été la meilleure des écoles. Il s'est occupé lui-même de faire connaître que son premier contact avec la littérature était lié au rapport familier qu'il a entretenu pendant son enfance avec Reyes au Brésil. Et il assurait qu'il avait reçu sa première leçon littéraire sur ses genoux. Carlos a vécu à Washington de l'âge de 4 à 11 ans. Cette période a été décisive pour sa formation car c'est alors qu'il a appris à maîtriser l'anglais tout en réaffirmant ses convictions en tant que Mexicain. Certains biographes rappellent un épisode au cours duquel, à l'occasion de la projection du film Man of Conquest, Fuentes, enfant âgé de 11 ans à peine, a commencé à crier « Viva México !» après que le personnage de Sam Houston ait proclamé l'indépendance du Texas. Cette déclaration si spontanée de nationalité s'explique peut-être par le fait que son père l'a toujours enjoint à connaître l'histoire et la géographie du Mexique. Avec sa sœur Bertha, il a passé les étés avec ses grands-mères au Mexique afin de ne pas oublier l'espagnol. Le séjour annuel au Mexique lui a permis de réaffirmer encore et encore son identité nationale face aux préjugés et à l'encontre des Mexicains qui imprégnaient à l'époque la société américaine, notamment après la nationalisation de l'industrie pétrolière au Mexique en 1938. Le périple diplomatique de son père l'a conduit ensuite à Chili et en Argentine, deux pays où il a commencé sa production littéraire et où il s'est découvert comme un latino-américain. Son retour au Mexique, dans les années 40, a été marqué par la rencontre avec d'autres jeunes éduqués et cosmopolites comme lui, la génération du milieu du siècle, parmi lesquels figuraient des personnages aussi importants que l'écrivain Salvador Elizondo, Mario Moya Palencia, qui deviendrait des années plus tard ministre de l'Intérieur et ambassadeur du Mexique en Italie, et Víctor Flores Olea, politologue et ancien ambassadeur du Mexique auprès de l'Union soviétique et des organisations des Nations unies. Le lien entre Fuentes et la diplomatie se sont poursuivis pendant sa jeunesse, alors qu'il suivait des études de droit en Suisse. Il a collaboré à la mission du Mexique auprès des organismes internationaux ayant leur siège à Genève, avant de travailler avec le ministre des Relations extérieures lui-même, Luis Padilla Nervo. Fuentes a été en outre l'artisan majeur de la création du département des relations culturelles, alors du ministère mexicain des Relations extérieures, en 1958, année où il a publié l'un de ses romans le plus représentatif, La plus limpide région. Après cette courte parenthèse, comme fonctionnaire du ministère des Relations extérieures, Fuentes a décidé de se consacrer uniquement à la littérature. On a gagné tous. Cela a été une période très féconde pour lui, car il a publié des œuvres emblématiques de la littérature en prose latino-américaine, telles que Les Bonnes Consciences, 1959, Aura, 1962, et La mort d'Artemio Cruz, 1962. En 1975, le président en fonction, Luis Echeverría, a nommé Carlos Fuentes ambassadeur du Mexique en France, charge qu'il a acceptée, je crois, en hommage à la mémoire de son père et comme témoignage de son engagement vis-à-vis de la diplomatie mexicaine. Son arrivée en France le 26 mars 1975 a été fort significative car il a toujours entretenu des liens très particuliers avec Paris,
ville qu'il a connue à 21 ans grâce à Honoré de Balzac, et référence obligée dans plusieurs de ses romans. Fuentes disait qu'en arrivant à Paris en 1950, il n'avait d'autre ami que Balzac. Dans son allocution de remerciement lors de la réception de la grande médaille de vermeil à la mairie de Paris, en mai 2010, il a fait référence à Balzac comme son guide dans cette ville, car, en lisant Balzac, donnait une âme à Paris. Paris comme loyauté et comme trahison. Paris comme gloire et comme amour. En sa qualité d'ambassadeur, il était un personnage très respecté. Son regard intelligent et sa profonde connaissance de la langue et de la culture française lui ont permis d'évoluer avec naturel dans le cercle politique et intellectuel parisien et d'imprimer un élan décisif aux relations franco-mexicaines. La pensée politique de Fuentes a été également un terrain très fertile. Il disait que sa vie avait été marquée par 4 événements politiques et socio-économiques. La Révolution, le fascisme, la crise économique et la mondialisation. Ces réflexions ont toujours été intelligentes et opportunes, et il a su remarquer quelles seraient les principales préoccupations qui sont les nôtres au XXIe siècle: l'environnement, le droit de la femme et l'équilibre entre le domaine public et privé. Fuentes a insisté sur la nécessité de donner de la légalité à la mondialisation. Je refuse 2 politiques, a écrit Fuentes. Celle de l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable et celle du taureau qui peut naître dans un magasin de verrerie pour tout détruire. La question n'est pas de savoir comment mettre un terme au processus de mondialisation, mais plutôt comment en tirer profit. Le propos de Fuentes s'avère bien judicieux dans le monde actuel. Fuentes considérait qu'on estime une ville en fonction du nombre d'amis qu'elle abrite, et à Paris, il a pu tisser des liens profonds avec des intellectuels, comme c'était déjà remarqué, tels que Julio Cortázar, Milan Kundera, André Malraux, Gabriel García Márquez et Alejo Carpentier. Le soir du 15 septembre 1975, il a offert une magnifique réception à la Maison de l'Amérique latine à l'occasion de la fête nationale du Mexique. Le tout Paris s'est rendu à cette soirée. 5 membres du gouvernement, y compris la ministre de la Santé en fonction d'alors, Simone Veil. Y était également présente le frère et les cousins du président Giscard d'Estaing, la veuve d'André Breton, Elissa, le peintre belge Pierre Alechinsky, l'éditeur français Claude Gallimard, les artistes mexicains Alberto Gironella et Juan Soriano, le romancier cubain Alejo Carpentier, l'espagnol Jorge Samprún, le tchèque Kundera, le peintre italien Valerio Adami et l'architecte espagnol Ricardo Bofill, parmi d'autres. Fuentes était accompagné du secrétaire d'État mexicain aux relations extérieures d'alors, l'ambassadeur José Gallastegui, qui est venu à Paris avec son secrétaire particulier, un jeune qui démarrait sa carrière dans le service extérieur mexicain. J'étais ce jeune. Je suis ému et très honoré de partager ces souvenirs avec vous, car à cette occasion-là, j'ai non seulement été témoin de l'extraordinaire pouvoir de convocation de l'ambassadeur Fuentes, mais j'ai aussi reconnu
parmi l'assistance des amitiés sincères nouées par Fuentes à Paris, grâce à sa bonhomie, sa très vaste culture et ses compétences relationnelles innées. J'ai l'énorme chance de bien connaître Carlos Fuentes, l'écrivain, l'intellectuel, le diplomate et l'ami. Échanger avec lui, bénéficier de ses enseignements littéraires, de ses opinions politiques ainsi que de ses anecdotes personnelles a été une expérience mémorable et inestimable. Lorsque j'étais ambassadeur en France, j'ai eu l'honneur de le recevoir avec son épouse Sylvia, ici présente, lors de ses nombreuses visites à ce pays. Une fois, j'osais lui demander quel était le roman qu'il avait le plus apprécié. Nous nous sommes déplacés avec Carlos et Sylvia à Marseille et nous avons parcouru la côte en bateau jusqu'au château d'If, forteresse dans laquelle, accusé de haute trahison, a été prisonnier Edmond Dantès pendant 14 ans avant de s'enfuir et de devenir le comte de Monte Cristo. C'est ainsi que Fuentes m'a révélé que le roman d'Alexandre Dumas, publié en 1844, vers la fin de la monarchie de Juillet, était son préféré. D'après Fuentes, aucun personnage n'avait incarné comme Dantès le conte réparateur qui, au moyen de l'imagination littéraire, compense les injustices du monde. La douleur compensée par l'argent, la humiliation par l'élégance, le tout enveloppé dans la plus interdite, mais la plus douce des tentations, celle de la vengeance. L'une des premières définitions de Fuentes, dans son dictionnaire personnel intitulé « Ce que je crois », est en effet celle de l'amitié. Ce que nous n'avons pas, nous le trouvons chez l'ami, a-t-il écrit. Je relève ces lignes car, plus d'une fois, j'ai pu bénéficier de sa grande générosité en tant qu'ami. Une fois, je l'ai invité à dîner à la résidence de l'ambassade à Paris et je lui ai juste demandé de se sentir libre d'inviter les amis de son choix. J'étais impressionné en découvrant chez moi, parmi les invités, des personnages tels que la talentueuse actrice française Jeanne Moreau, qui vient malheureusement de nous quitter, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, l'écrivain et ancien ministre espagnol de la Culture Jorge Semprún, le journaliste français Jean Daniel, l'ancien correspondant du New York Times au Mexique Alan Ryding et l'écrivain, philosophe et membre de l'Académie française Jean d'Ormesson, parmi d'autres. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a été une soirée inoubliable autour d'un magnifique dîner mexicain, le tout organisé par mon épouse Louisa, ici présente. Je lui dois également des idées qui se sont concrétisées dans certaines initiatives culturelles pendant ma gestion en tant qu'ambassadeur dans ce pays. Fuentes était un cinéphile passionné et au cours de l'une de nos conversations, à la veille de mon arrivée en France, il m'encourageait à proposer au public français un festival consacré au cinéma mexicain des années 40, basé sur des œuvres d'auteurs français. C'est ainsi qu'est né le projet « La littérature française dans le cinéma mexicain », organisé avec le soutien de la Cinémathèque française et d'Ignacio Duran, alors chargé d'affaires culturelles auprès de l'ambassade du Mexique au Royaume-Uni. Inauguré par Fuentes lui-même, aux côtes d'Alejandro González Iñárritu, avant l'Oscar, en mars 2009,
Ce cycle comprenait des films tels que, imaginez-vous, El Conde de Montecristo, de Chano Ureta avec Arturo de Córdoba, adaptation du roman de Dumas. La Fuga de Norman Foster, d'après Boule de Suif de Guy de Maupassant, et Los Miserables de Fernando A. Rivero, adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Je ne saurais manquer de signaler le rôle si actif qu'il a joué dans la promotion de l'année du Mexique en France et la profonde déception avec laquelle il accueillit la nouvelle relative à son annulation pour les raisons que nous connaissons tous. Aujourd'hui, grâce à l'impulsion du président Enrique Peña Nieto et à la volonté politique engagée conjointement avec le président Hollande et Macron, nous sommes témoins du retour de la relation bilatérale entre la France et le Mexique à sa place historique et du moment de plénitude qu'elle connaît. Je suis certain que Fuentes en serait très fier et qu'il aurait été ravi de voir défiler le cadet militaire mexicain déployant leurs aigles le 14 juillet 2015 sur les Champs-Élysées. Fuentes n'a jamais cessé d'encourager le dialogue entre le Mexique et la France. Il a su comprendre la fascination que le Mexique et sa culture éveillent chez les Français et l'incontestable influence de la France dans ses valeurs et ses principes sur l'identité mexicaine. Fort de plus de 40 livres traduits en français, d'une forte présence dans le monde de lettres, le journalisme et l'opinion publique français, ainsi que de son expérience diplomatique, mon cher ami Carlos Fuentes a été l'un des principaux et des plus importants ambassadeurs culturels du Mexique en France et de la France au Mexique. Merci. Embajador, pongan un poco más señales. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Miremos a los Monsieur Dormesson. Ay. Très bien. Ya está. ¿Listo? ¿Tenemos una foto? ¿Ya? ¿Una más? ¿Está bien? Muchas gracias.